Rencontre avec, une émission d'Éliane Pérusse, Frédéric Gelbert, Georges Lens et Jean-François Soulet. Aujourd'hui, rencontre avec Jean Castex, ancien Premier ministre, président directeur général de la RATP. Bonjour Monsieur Castex et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors bonjour Monsieur Castex, merci d'être présent pour cette émission. Alors vous êtes en terrain presque connu, vous êtes né dans un département limitrophe et vous êtes dans une école de la République, donc c'est quelque chose qui doit avoir du sens pour vous. Ah oui, tout particulièrement. Vous savez, je suis né dans une famille d'enseignants. Voilà, trois de mes 4 grands-parents exerçaient la très honorable profession. Aujourd'hui, on dit professeur des écoles. À l'époque, on disait institutrice ou instituteur. Ma grand-mère maternelle, qui a tant compté pour moi, était directrice d'école à Vic-Fezensac, département du Gers. Ma maman, hélas également décédée, était institutrice spécialisée pour les enfants atteints de difficultés. Mais oui, j'ai un peu baigné dans l'école de la République, en effet. Et vous avez été aussi scolarisé dans le département. Oui, j'ai été scolarisé dans le département parce que dans ma commune natale, ça s'arrêtait au collège. Il y avait d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, un collège public de tout à fait remarquable. Quand c'est avec le recul qu'on peut dire ça, mais quand je suis sorti de ce collège et que j'ai entrepris, je vais y venir, mes études au lycée, on a vu tout de suite combien la formation que nous avions reçue, qui nous avait été dispensée, était vraiment très, très performante. Bon, et donc, pour des raisons tout à fait circonstancielles, liées au divorce de mes parents à ce moment-là, il a fallu trouver un pensionnat et il y avait à Garaison, bien connu, encore aujourd'hui, un pensionnat célèbre. À l'époque, c'était presque une usine, ça dépassait allègrement les 1000 élèves. Et donc voilà, de la seconde jusqu'au baccalauréat, qu'en conséquence j'ai passé à Tarbes, au lycée Théophile Gautier, j'ai en effet été pensionnaire à Garaison. Là, vous avez répondu à quelque chose qui nous intriguait. On se demandait comment quelqu'un qui était né au sein de l'éducation nationale et puis passer dans le secteur privé, parce qu'à l'époque, il y avait encore une certaine tension entre ces deux secteurs. Vous avez donné une explication importante. Oui, je rentre à Garaison, pendant mes 3 années de scolarité, je dis ça pour ceux qui nous écoutent, même si ça paraît vieux, c'est à ce moment-là qu'il y a la célèbre alternance de 1981. D'ailleurs, moi, je suis là, scolarisé à ce moment-là. Les manifestations. Le souhait du président de la République, François Mitterrand élu, de faire un service public unifié de l'éducation, vous vous souvenez de tout ça. Donc oui, bien sûr que j'ai vécu tout ça. En réalité, comment vous dire ? D'abord, vous savez, moi, je suis gersois. La terre Gascogne est une terre de tempérance. Donc, oui, public, privé, bien sûr, il y a derrière des considérations, voire des divergences idéologiques fortes, mais même dans ce milieu enseignant dont j'étais issu, je ne les ai jamais senties s'exprimer. En tout cas, elles n'ont pas été un obstacle. Et puis, vous savez, on est comme tout le monde. Bon, il y a les idéologies, les idées, puis il y a la réalité de la vie. Avec, voilà, je vous ai dit les circonstances familiales dans lesquelles je me trouvais, et cela a finalement prévalu à toute considération. Et comme a dit une chanson célèbre, du coup, j'ai fait les 2 écoles. Alors je crois que la chanson dit « ça n'a rien changé ». Moi, je vous dirais, je ne m'en suis pas plus mal porté. Vous avez été heureux à Garaison? Au début, la première année, en seconde, vous savez, j'avais le statut d'externe au collège de Vic-Fezensac, c'est-à-dire que je rentrais manger le midi chez moi. Et là, il fallait partir le dimanche soir, un autobus qui n'en finissait pas, être pensionnaire toute la semaine. Non, ça a été dur, mais c'est les leçons là aussi de la vie. Quand c'est dur, on en souffre, mais finalement, on le surmonte et on en sort renforcé.
Alors, bien qu'ayant suivi une formation scientifique, donc vous étiez plutôt attiré par la littérature, la philosophie, par l'histoire. Surtout. Et donc vous êtes parti en faculté d'histoire, oui, et donc vous êtes aussi en terrain connu, puisque le président de l'UTL est un de vos anciens enseignants. Voilà, oui. Oui, alors ça là aussi, ça mérite d'en dire un mot, parce que c'est tellement révélateur de ce qu'était la vie, tout court, hein, et que j'ai donc connu. Oui, j'étais plutôt un bon élève, et donc j'étais dans les séries scientifiques. Hein. C'était comme ça. Ça paraît un peu curieux, mais c'était comme ça. Vous étiez bon, vous mettez en série C à l'époque, on disait ça comme ça, maths, physique, bon. Mais oui, mes goûts m'attiraient plutôt vers autre chose. Et finalement, j'ai suivi mes goûts. D'ailleurs, plus les années passent, plus je pense qu'il faut suivre ses goûts, parce que c'est quand même le ressort premier de la motivation. Donc, non, je ne suis pas allé faire maths sup, maths spé à Ozenne, célèbre lycée toulousain auquel j'étais promis. J'ai fait mon petit putsch, mon petit coup d'état, et j'ai dit non, je veux faire Sciences Po, et une des façons d'y parvenir, c'est de faire de l'histoire. Donc je suis je me suis inscrit à ce moment-là, on est très précisément à la rentrée de septembre 1982 à l'université de Toulouse-Mirail, que je ne connaissais absolument pas. Et j'avais donc comme professeur d'histoire contemporaine, Jean-François Soulet, qui m'a beaucoup marqué. Alors dites-nous tout, il était comment Jean-François? Autoritaire, despote, plein d'humour, original dans sa façon de présenter? Oui, non, despote sûrement pas, en tout cas je ne l'ai pas perçu comme tel. Bon, il y avait d'ailleurs pas lieu d'exprimer un quelconque autoritarisme. Oui, effectivement, peut-être que le mot original est celui que je retiendrai le plus parmi les qualificatifs que vous avez employés. En fait, il savait nous intéresser. Ça, encore une fois, moi je le vois aujourd'hui, j'ai la responsabilité de très 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 nombreux salariés. Comment entraîner les gens? C'est ça, c'est la clé finalement. Hein. Voilà, comment, pour tirer le meilleur des gens, il faut les intéresser, il faut les captiver, il faut savoir déceler en eux ce qui leur plaît le plus. Dieu merci, nous ne sommes pas tous faits du même bois, donc on ne s'intéresse pas tous à la même chose. Et donc moi, ce professeur avait en moi sans doute, comme on dit, un terrain favorable, parce que, comme je vous l'ai dit, mon inclinaison pour l'histoire était antérieure à mon inscription à l'université. Mais il l'a affermi, il l'a développé, voilà, et elle ne m'a jamais quitté. Oui, il y avait de l'humour, je me souviens, on étudiait le Premier Empire, il enseignait l'histoire contemporaine, et il y avait des exposés par groupe d'élèves. Tout ça s'est développé. À l'époque, ça l'était sans doute moins, mais il nous faisait nous intéresser à des parties de l'Empire ou de la personnalité de ce qu'on appellerait aujourd'hui le personnel politique, qu'on pourrait qualifier de plus anecdotique, mais qui en réalité avait un rôle tout aussi essentiel. Un professeur qui faisait l'histoire vivante. Très vivante. Quand vous aurez le temps, il faudrait venir écouter ces cours sur l'histoire de la Russie, oui, avec des PowerPoint qui sont tout à fait particuliers. Ça correspond à l'image que vous en avez eue. Oui. Alors, donc, vous avez été attiré ensuite par les sciences politiques. Alors, quelle était la raison de cet intérêt? Est-ce que c'est parce que vous envisagiez déjà de faire une carrière politique, ou est-ce que c'était un moyen après de parvenir aussi peut-être on peut être journaliste aussi en faisant Sciences Po? Alors, si vous voulez, je pense que, me semble-t-il, peut-être avant, l'objectif professionnel, vous savez, à ce moment-là, j'ai 18 ans, je le rappelle. Hein. Donc, ce qui me motivait le plus, ce qui m'attirait le plus, c'était l'intérêt des matières, l'intérêt des disciplines qui étaient enseignées. Et alors là, je peux vous dire vraiment, à Sciences Po Paris, à la fois, vous savez, je découvrais la capitale. Vous savez, c'est vraiment, à 18 ans, j'ai quitté ma province. Là, c'est tout à fait typique de la chanson d'Aznavour. Et puis, j'ai découvert toutes ces matières, ces professeurs.
auquel Jean-François Soulet n'avait rien envié. Je le dis ici, mais ces professeurs quand même, qui étaient des professeurs exceptionnels. Vous voyez, aujourd'hui, l'opportunité m'est donnée de revenir, d'avoir renoué le lien avec Jean-François Soulet. Un de mes grandes fiertés, lorsque j'étais Premier ministre à Matignon, c'est que j'ai invité Michel Vinocq, qui était à l'époque, d'aujourd'hui à la retraite, un très grand prof aussi, très célèbre d'ailleurs, d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris. Bon, et tous ces professeurs, mais il n'y avait pas que l'histoire, l'économie, un peu d'économie, un peu... Ce que j'aimais beaucoup finalement, et qui correspond un peu à ma personnalité, ce que je crois un besoin, c'était à la fois prendre du recul, l'histoire ça sert à ça, relativiser, et un peu la transversalité. On le dit, je ne vais pas faire dans l'originalité, mais on est une société de plus en plus spécialisée, de plus en plus sectorisée. Je crois qu'il y a ici des médecins, voilà. Enfin, bon, moi, j'ai toujours été sidéré. Vous dites, ah ben oui, mais le dermatologue ne peut pas en aucun cas s'occuper de questions cardiologiques, tellement la spécialisation. Et alors, ce qui m'a plu dans ces études, oui, c'est un peu cette capacité à faire un peu la synthèse, à sortir de son couloir de nage, avoir une vision un peu plus globale de la société. Et alors pardon, à l'époque, comment dire, j'avançais en marchant. Je veux dire, par là, je suis arrivé à Sciences Po. Il y avait une première année, à l'issue de laquelle on choisissait une section, et vous avez raison de dire que ces sections débouchaient sur des métiers somme toute différents, hein. Il y avait même des métiers de la banque, de l'entreprise. Bon, donc après, je suis rentré dans la section dite service public. Bon, là, on commençait à dire, évidemment, si vous êtes dans la section service public, vous pouvez, vous allez passer l'ENA, mais c'est un processus qui n'est pas aussi clair comme la vie, d'ailleurs, aussi linéaire, aussi limpide que ça. Ça s'est fait par petites touches. Alors, donc, vous avez continué par l'ENA, donc, qui est une étape supplémentaire, et donc vous avez été un haut fonctionnaire. Qu'est-ce qui vous a attiré justement dans la haute fonction publique ? Tous ces sujets de société, je crois, encore une fois, c'est sans doute le point commun dans tout ça, au-delà de la diversité, c'est l'histoire. Enfin, vraiment, et je crois que c'est ça, c'est-à-dire... l'histoire au sens large, hein. L'histoire, c'est bien sûr l'histoire des faits politiques, mais l'histoire économique, l'histoire des arts, l'histoire, tout ce que vous voulez. Non. Mais voilà, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le monde, comment on peut l'améliorer, le faire changer, comment apporter son concours. Et donc, par rapport à la question que vous me posez tout à l'heure, à l'époque, mon idée, et je vais vous en administrer la preuve, n'était pas du tout de me lancer dans la politique. Pour moi, l'ENA, et c'est toujours le cas de ce qu'on appelle aujourd'hui l'INSP, successeur de l'ENA, forme des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des serviteurs de l'État. Et donc, moi, j'ai passé l'ENA pour faire mon métier de fonctionnaire, de serviteur de l'État. Et vous avez voulu, si vous permettez l'expression, mettre les mains dans le cambouis. Vous êtes allé sur le terrain. Oui. Et malheureusement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de vos collègues de l'ENA qui n'ont pas suivi ce chemin. C'est plus, je pense, une question institutionnelle, si je puis dire, qu'une question de personne. Effectivement, j'ai toujours souhaité, peut-être aussi, cela tient-il de mes origines gersoises, enfin en tout cas provinciales, mais exercer les métiers auxquels ma formation m'a conduit au plus près du terrain. Il y a toujours, petit paradoxe qui date de la création de l'ENA, qu'on a essayé d'ailleurs, que j'ai essayé comme Premier ministre en conduisant une réforme de changer ou d'améliorer, ce qu'on appelle la fonction publique de l'État, toute catégorie confondue, elle est à 85% dans les territoires. Et s'agissant des anciens élèves de l'ENA, c'est-à-dire leur chef, elle est à 85% à Paris. On voit tout de suite, en donnant ces chiffres, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, j'ai essayé de me l'appliquer à moi-même, et effectivement, assez vite, j'ai exercé, à l'époque ça avait beaucoup surpris,
les fonctions de directeur de DAS, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dans le département du Var. Bon, là, je m'occupais de sujets effectivement de proximité, mais qui m'ont, considérablement apporté. J'espère moi-même avoir été utile, mais en tout cas, si vous me passez l'expression, je me suis éclaté dans l'exercice de ces fonctions, et sans doute, je le dis par rapport à votre question, beaucoup plus que si j'avais été resté dans des administrations centrales ou dans des ministères. D'ailleurs, vous avez gardé l'image d'un homme de terrain. Et c'est peut-être là que vous l'avez créé. Si vous me permettez, je ne cherche pas à créer une image. Je ne cherche pas à créer une image. J'essaie d'être moi-même. On est tous à la recherche. Admettons aussi qu'on n'est pas tous fait pareil. Et que, autour de cette table, et y compris dans mes collègues hauts fonctionnaires, après tout, il y en a peut-être qui sont mieux disposés pour écrire des notes, pour avoir une activité, disons, de synthèse, de réflexion, etc. Plus, comme on dit, que de management, c'est-à-dire gérer des femmes et des hommes sur le terrain. Moi, c'était plutôt, voilà, connais-toi toi-même. J'ai plutôt considéré toute ma vie que j'étais fait pour ça. Donc je ne cherche pas à donner une image. Je cherche à donner le meilleur de moi-même. Et moi-même, effectivement, là, vous voyez, aujourd'hui, je suis patron de la RATP. Je passe 3 jours par semaine dans les ateliers de maintenance, dans les dépôts et les centres de bus, dans les cabines de métro, auprès de mes agents, parce que d'abord j'apprends beaucoup, ensuite je leur témoigne la considération qui leur est due, mais surtout pour exercer mon travail. Ça m'est profondément utile. Je ne fais pas que du tourisme, je ne fais pas que des relations humaines, et Dieu sait si à soi seul ce serait un objectif particulièrement louable. J'en tire, une fois que vous entendez la même chose dans 14 dépôts, indépendamment de tout ce que peuvent dire les organisations syndicales pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, l'encadrement intermédiaire sur lequel je m'appuie considérablement, voilà, vous en tirez des enseignements forts. Mais c'est peut-être pour cela aussi que, contrairement à certaines de vos collègues énarques, vous n'avez pas cette image d'être déconnecté du terrain. Et je crois que c'est important. Oui, enfin, encore une fois, vous voyez, c'est pas quelque chose que je recherche. Si c'est le résultat, le tout, c'est qu'il corresponde à la réalité. De toute façon, je vais vous dire, les gens, maintenant, je commence à avoir quelques heures de vol, ils ont un 6e ou un 8e ou un 9e sens, comme vous voulez, c'est-à-dire ils s'aperçoivent si c'est sincère ou pas. Quelque effort que vous fassiez pour le cacher ou pour le masquer, ils finissent toujours par le déceler. Donc voilà, moi je suis fait comme ça. Je considère que là où je peux donner le meilleur de moi-même, c'est effectivement en allant sur le terrain, comme vous dites. C'est en même temps là que je m'accomplis le mieux. C'est important de s'accomplir, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, ce n'est pas une image que je me construis. Non, mais c'est parce qu'aussi vous avez voulu être un élu, et c'est important aussi d'être un élu. Oui, alors ça c'est... vous voyez, j'ai tout à l'heure, je faisais mon métier de haut fonctionnaire, et vraiment c'était mon idée, au point que pendant longtemps, après ma sortie de l'ENA, j'ai refusé d'être membre de cabinet ministériel. Vous savez, je dis ça pour vos auditrices et vos auditeurs, le cabinet ministériel, c'est un peu à la jonction entre la fonction publique et le pouvoir politique. Bon, sont d'ailleurs souvent décrits. Donc, on m'a souvent proposé, je suis sorti de l'ENA en 1991, c'est vieux, et mon premier poste en cabinet ministériel, je l'ai fait en 2006. Donc, ça veut dire qu'avant, j'ai exercé à temps plein mon métier au fonctionnaire. Puis effectivement, mais ça c'est la vie aussi, des considérations tout à fait imprévues, tout à fait. Il m'a été proposé de me présenter à une élection municipale. Nous étions en 2008. C'était dans les Pyrénées-Orientales. Si ça vous intéresse, je pourrais vous dire pourquoi les Pyrénées-Orientales. Mais bon, ça paraissait très incongru comme démarche, voire suicidaire, parce qu'il y avait un maire en place, personne ne m'attendait. J'ai d'ailleurs été à l'époque taxé de parachuté, ce qui après tout est exact, car je ne suis pas catalan, mais gascon, comme vous l'avez rappelé. Mais finalement, voyez-vous, ça devait sommeiller en moi. Et donc,
j'ai dit, qu'ai-je à perdre? Donc j'ai tenté l'aventure et elle a réussi à 24 voix près, 50,01. Mais alors là, pour le dire, alors là vraiment ça a été pour moi, ça a duré 12 ans, j'ai été élu une fois, réélu, puis réélu. Et c'est sans doute, je ne dirais pas le métier parce que c'est surtout pas un métier, mais la fonction qui avait avec moi le plus d'adhérence. Voilà. C'est-à-dire c'est des fonctions où à la fois vous devez penser l'avenir, vous gérez le collectif, et vous êtes face à face direct. Là, vous parlez le terrain. Alors là, il n'y a pas plus direct que la fonction de maire. Vous êtes un peu instituteur, un peu curé, un peu beaucoup psychologue. Vous êtes un peu tout ça quand vous êtes maire. Alors ça m'a à la fois passionné et appris. Vous avez tendu la perche. Alors pourquoi partir de je ne sais combien de générations de Gersois à Prades? D'abord pour des raisons de santé, parce que toute une partie de ma famille maternelle souffrait d'asthme et avait la gentillesse de se le passer de génération en génération. C'était héréditaire, ça m'a donc pas épargné. Et donc, ils avaient aussi l'habitude, du coup, je crois que c'est le grand-père je suis sûr, même le grand-père de ma mère, qui avait déjà été du côté de Font-Romeu, vous voyez, autre Pyrénées, pour soigner ça. Je parle sous vos contrôles, une région très... il y avait des sanatoriums, enfin, très indiqués pour le traitement, comme vous dites, des affections broncho-pulmonaires. Donc, à l'âge de 5 ans, vous voyez, à l'âge de 5 ans, on a trouvé une famille d'accueil dans un petit village, pas loin de Font-Romeu, 1500 mètres d'altitude, et j'y allais toutes les vacances scolaires, à l'exception de celle de Noël. Toute la journée, j'étais accueilli dans cette famille d'accueil. Et pour le faire court, cette famille d'accueil avait des cousins dans la vallée, donc on tombe à Prades. Chez ces cousins, il y avait une jeune fille. Et les années passant, voilà, elle est devenue ma femme. Voilà comment, vous saurez tout, je me suis implanté dans les Pyrénées-Orientales. Alors vous avez... aussi, dans les fonctions que vous avez exercées, il y a des secteurs d'activité qui ont été le plus souvent abordés, c'est-à-dire que ce soit la santé, la solidarité. Vous avez été aussi au ministère du Travail avec Xavier Bertrand. Et alors, moi, une question que je me pose, on dit que vous êtes peu intéressé par les questions environnementales. Pourquoi? Parce que c'est d'actualité. Alors, je ne sais pas qui dit ça, mais il se trompe beaucoup. Mais je vais dire de la façon la plus claire qui soit que je suis peut-être assez représentatif de mes contemporains. C'est-à-dire que on peut peut-être dire, non pas que je ne m'intéresse pas, mais que la prise de conscience aiguë ne date pas de 30 ans, on va le dire comme ça. Est peut-être récente. Alors, si on veut être parmi mes détracteurs, peut-être on dira trop récente. Bon, j'en accepte la critique, si c'est, mais là, comme pour toute chose, c'est-à-dire, je suis à peu près convaincu de tous ces sujets, de leur importance, qu'il faut agir. Après, c'est toujours pareil, hein. Quels que soient les sujets abordés, il y a bien sûr l'objectif, vous avez raison, encore faut-il en être convaincu, mais il y a surtout le comment. Et je suis de ceux, en tout cas mon action publique, comme maire, comme élu de terrain, comme Premier ministre ensuite, voilà, c'est plutôt de dire il faut y aller par l'adhésion, par la conviction, etc., de façon très pragmatique. Je pense que ce sont des sujets, je le pense de tous, mais enfin en particulier celui-là, puisque vous me posez la question, où plus on fait de catastrophisme, de plus on est ayatollah, plus ça se retourne contre la cause qu'on entend servir et qui est bonne. Voilà, donc je dis toujours, vous savez, c'est un vrai sujet. Si on prend un peu de recul, il y a un certain nombre de pays qui font mieux que la France, mais pas beaucoup. Bon, et je ne vais pas citer ici, parce que ce n'est pas lieu, tous les pays qui sont des méga émetteurs de gaz à effet de serre, des méga. Bon, donc on peut sans doute, il faut sans doute faire mieux, faire davantage,
Mais voilà, il faut embarquer, comme on dit. C'est ça la politique dans les pays démocratiques et républicains. C'est l'art de savoir embarquer, c'est l'art de faire vivre et cohabiter ensemble des gens qui ne pensent pas pareil, des gens qui contestent, c'est bien leur droit. Mais c'est ça la plus-value politique. On pense toujours que la plus-value du politique, c'est d'avoir des idées meilleures que celles des autres. D'abord, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai mes convictions, mais bon, de là à prétendre catégoriquement qu'elles sont supérieures à celles des autres. Non, la politique, c'est d'abord l'art de faire vivre ensemble des gens qui ne pensent pas pareil. C'est un art, croyez-moi, parce que, comme je dis souvent, et il n'y a qu'à regarder l'actualité, mais mettre de l'huile sur le feu, c'est à la portée du premier venu. Mettre de l'huile dans les rouages, c'est un autre exercice. Et c'est ça le sel, à mon avis, de la politique. Belle définition de la politique. Alors, en suivant votre carrière, on arrive au plus haut sommet, oui. Et on arrive à Matignon. Et comment est-ce qu'un haut fonctionnaire comme vous êtes, connu d'ailleurs pour ses qualités de négociateur, d'écoute, et se retrouve à Matignon? Est-ce que ça se prépare? Est-ce que vous avez eu des signes annonciateurs? Ou est-ce que vous avez reçu un coup de téléphone vous proposant l'Élysée? Alors bon, il y a des choses que vous m'autoriserez à ne pas vous dire, parce que je me suis toujours fait pour règle de ne jamais trahir ou rendre publiques les conversations personnelles que j'ai pu avoir avec le président de la République, mais en fait je pense que la réponse à votre question tient à un mot, Covid. La Covid a changé beaucoup de choses, beaucoup, et en particulier, modestement, le cours de ma vie. Hein. Avant ça, je ne pense pas qu'il ait jamais été question que je sois Premier ministre, dans mon esprit d'une part, mais surtout, mais il faudra lui poser la question, dans l'esprit de celui qui est, comment dire, titulaire du pouvoir de nomination. Bon. La Covid arrive dans les conditions que vous avez tous connues. Elle me frappe, si je puis dire, enfin, elle me surprend dans mes fonctions de maire à Prades, hein, où là, je suis comme mes 36 000 collègues, hein, je suis abasourdi. J'ai les éboueurs qui viennent me voir, monsieur le maire, donnez-nous des gants, des masques, etc. J'ai les personnes âgées qui sont donc confinées à domicile, il faut s'assurer que les repas, la nourriture leur parvient bien, etc. Enfin, des choses très prosaïques. Bon, je suis là, puis voilà, puis j'ai un coup de fil, 15 jours après le début du premier confinement du Premier ministre de l'époque, M. Philippe, qui me dit, voilà, bon, on est confiné, mais enfin, il faut se projeter dans l'étape suivante, ça s'appelle le déconfinement. Voilà, compte tenu, sans doute, en tout cas, tu l'estimais ainsi, de votre parcours, de votre expérience, je sais pas quoi, etc., à la fois élu, puis aux fonctionnaires, est-ce que vous voulez vous en occuper? Comme je dis toujours, un serviteur de l'État, c'est fait pour servir, donc je dis oui tout de suite. Donc, voilà, j'ai passé de 2 mois, là, grosso modo, du mois d'avril, tout début avril 2020, jusqu'à la moitié du mois de juin, à m'occuper de ça, vers des propositions. C'est une période à la fois exceptionnelle, parce que là, quand vous êtes enseignant, médecin, haut fonctionnaire, vous remplacez quelqu'un. Alors vous essayez de faire aussi bien que lui, peut-être un peu mieux, mais vous remplacez. Là, je n'avais pas de prédécesseur. Hein. La dernière grande crise à peu près comparable, c'était la grippe espagnole, 1920. Je n'ai pas trouvé, je n'ai pas su entrer en contact avec la personne qui s'occupait de la grippe espagnole en 1920. Bon, c'est une boutade pour vous dire que, voilà, quelque chose, mais en même temps, hyper passionnant, vous dites, hyper passionnant. Donc, ça, je crois d'ailleurs, je vous en fais la confidence, ne jamais avoir autant travaillé avec la petite équipe formidable que j'avais rassemblée autour de moi de ma vie. Hein, voilà, c'était bon. Bon, puis voilà, donc cette mission accomplie, je suis retourné dans ma bonne ville de Prades, bon, et puis effectivement, à ma surprise, hein, je vous le dis, mais je l'ai déjà déclaré, Urbi et Orbi, donc je ne vous fais aucune révélation. Le président de la République m'a proposé de me nommer Premier ministre. J'ai considéré quand même qu'il prenait un risque tout à fait considérable. Moi, je n'étais pas un personnage politique de premier plan. J'étais parfaitement inconnu de l'opinion publique. Donc, j'ai mis en garde le chef de l'État sur ce qui m'apparaissait comme un choix osé. Bon, il a maintenu sa décision. Et
qu'est-ce que vous voulez, votre pays connaît votre pays, l'Europe et le monde, une crise d'une ampleur tout à fait exceptionnelle. Vous ne pouvez pas dire je reste chez moi. Difficile. Bon, voilà. Donc, j'ai plongé dans l'eau froide de la piscine. C'est une lourde responsabilité que vous avez prise à un moment difficile. Alors, je me demande comment un homme politique qui doit prendre des décisions dans ces conditions arrive à voir clair au milieu de la cacophonie de certains de mes collègues médecins et de certains des scientifiques. Vous aviez un conseil scientifique, mais vous entendiez des bruits de partout, dont certains étaient farfelus, je pense que vous avez rendu compte. C'est pas facile de s'y retrouver dans ces conditions. Bien sûr que non. D'ailleurs, le fil conducteur de tout ça, pour moi, c'était pas tellement est-ce qu'on va être critiqué ou pas, parce qu'on savait qu'on le serait, c'est est-ce qu'on prend la bonne décision. Et là, il faut être, contrairement à ce que je pouvais voir autour de moi, habité par le doute et non pas perclus de certitude, comme certains feignaient de l'être. Bon, malgré tout, quand même, le témoignage que je peux faire, quand j'en aurai le temps, je donnerai par écrit ce témoignage, mais oui, il y avait bien sûr des opinions divergentes, dissidentes, que vous dites, c'est bien naturel, en général et en France en particulier. D'ailleurs, je dois dire, on nous a dit qu'il fallait qu'on avait restreint les libertés publiques pour lutter contre la pandémie. Il y a eu un peu de ça, mais avec le recul, on ne peut pas dire que le débat n'ait pas eu lieu et que les gens ne se sont pas donnés à cœur joie. Mais c'est la France. C'est quelque part, c'est notre force que nous ayons laissé cela se cristalliser, tout en décidant, parce qu'il s'agissait de protéger les Français. Alors comment on a fait? Je vais vous dire d'ailleurs, vous voyez, par rapport à ce qu'on s'est dit, la première chose que j'ai faite, je l'avais faite dans la mission des confinements, mais j'ai lu l'histoire. C'est quand même pas la première épidémie à laquelle la France s'était confrontée, c'était pas la première pandémie à laquelle le monde avait à faire face. Donc j'ai lu des articles, des livres sur l'histoire des pandémies. Dont il ressort quoi, docteur? La première mesure de tout temps à jamais, on appelait ça la quarantaine. C'est isoler les gens, on appelle ça le confinement pour éviter la propagation. Rien d'original. Et deux, c'est la vaccination, c'est la protection. On peut tourner autour du pot, et je pense que les historiens, parce que c'est à eux qu'il faut désormais laisser la main lorsqu'ils se pencheront sur cette période, arriveront sur la différence avec le Moyen-Âge. Mais vous savez, je parlais de la grippe espagnole 1920, c'est pas Mathusalem. Et encore, dans ma bonne ville de Prades, madame, à laquelle vous faisiez référence, en 1894, le choléra a tué plus de gens que la guerre de 14-18, qui fut pourtant la boucherie que l'on sait. Donc, la différence, en fait, c'est que on a pu, malgré le confinement, mieux protéger nos concitoyens. Pendant la grippe espagnole de 1920 ou le choléra de la fin du XIXe siècle, il n'y a pas eu de chômage partiel, de fonds de solidarité, ça n'a pas existé. C'est à notre honneur de l'avoir fait aujourd'hui. Je ne reproche pas aux ans d'avant, ils n'avaient pas les moyens de faire, mais nous l'avons fait. Alors, bien ou mal, etc. On peut discuter éternellement, est-ce qu'il fallait fermer les librairies, pas les librairies, qu'est-ce qu'un commerce essentiel, qu'est-ce qu'un commerce non essentiel, on peut parler, et je suis ouvert à toute critique sur ce point, bien évidemment. Mais on l'a fait. Et la deuxième chose, extraordinaire, malgré tout, j'entends qu'on remet en cause la science, etc., mais enfin, concevoir, pas le politique qui a fait ça, un vaccin, dans des délais aussi courts, en faire une fabrication industrielle dans des délais aussi rapides, c'est totalement inédit. Quand les historiens, là, je suis à peu près formel, regarderont ça, c'est ce qu'ils diront. Ça a permis de protéger les populations. Donc, l'histoire, j'ai dit, les comparaisons. Moi, quand je vous disais tout à l'heure, le Premier ministre, le Président de la République me nomme chargé du déconfinement. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un de mes collaborateurs dit, tiens, vous avez remarqué, en Italie, en Belgique,
ils ont nommé des gens à peu près pour faire la même chose que vous. On avait tous des profils différents. Il y avait des médecins, il y avait des économistes. Alors on a créé, comme on dit, une boucle WhatsApp. Vous voyez, alors, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et quand vous savez, vous êtes à 12 ou 14, et après, quand j'étais Premier ministre, on continuait avec... Et que vous avez sur 20... 15 scientifiques, autorités scientifiques de nature complètement différente, qui aboutissent aux mêmes conclusions, il y a quand même quelque chose que ce soit la voie à suivre. Vous voyez? Bon. Donc, les comparaisons, on est, comme on le dit, plus intelligent à plusieurs. Bon. Et malgré tout, oui, il y avait des divergences, je ne vais citer personne, mais quand même, dans l'ensemble, il y avait quand même des voies de passage consensuelles qui se dégageaient. Et la troisième chose, j'ai fait énormément, j'ai passé énormément de temps à recevoir, à écouter évidemment les partis politiques, les organisations syndicales et patronales et tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires qui sont très précieux dans ce pays. Vous voyez, pour faire mes stations de ski, j'ai passé des heures et des heures à discuter avec les professionnels du ski, les restaurateurs, le monde de la culture, avec évidemment les ministres compétents, mais alors évidemment par visio, malheureusement, cela pouvait rarement se faire en direct. Bon, ça me levait un peu de forme. Mais alors on n'était pas toujours d'accord. Et il y a des protestations. Mais du coup, on arrivait à plus discuter sur les mesures de compensation, d'accompagnement, que sur les mesures de protection elles-mêmes, qui relevaient de l'autorité régalienne de l'État et de la protection due aux populations. Et dans l'ensemble, il faudrait les interroger, mais je pense que cette méthode de concertation continue, approfondie, à porter ses fruits. Alors vous avez été, pendant cette période, je pense humainement quand même un peu perturbé, parce que ce sont des choses difficiles, des décisions difficiles à prendre. Et je crois avoir lu que vous avez dit que vous aviez eu pendant 2 ans mal à l'estomac. Alors ça, je ne vais pas souvenir d'avoir déclaré ça. Ce que j'ai dit à plusieurs reprises en revanche et que je confirme à votre micro, c'est que finalement j'ai été un Premier ministre heureux parce que je pense que j'étais évidemment sous l'autorité du Président de la République, avec mon gouvernement, avec l'administration, avec le Parlement, à la manœuvre. Voilà, Rien n'est plus beau que de pouvoir servir son pays. Rien n'est plus beau, surtout quand celui-ci traverse une crise forte. Donc moi j'ai vraiment très bien vécu ça. Que des fois, j'ai eu quelques sueurs, appelez ça mal au ventre, sûrement. Mais dans l'ensemble, ma seule hantise, finalement, on l'a tous, c'est suis-je à la hauteur des événements que nous affrontons et de la mission qui m'est confiée. Vous n'avez pas, donc, vécu l'enfer à Matignon, comme certains l'ont pas du tout. Toute votre carrière, vous avez été impliqué dans le système de santé français. Et vous avez pu le juger en phase de grandes crises. Tout compte fait, il a pas mal tenu, même très bien. Par contre, en ce moment, il y a un sentiment général de dégradation du service de santé. C'est plus qu'un sentiment. C'est une réalité. Ce service de santé tellement généreux voit des urgences débordées, des rendez-vous qui sont au calendrier grec. Rien qu'à Tarbes, 20% de la population n'arrive pas à trouver un médecin traitant. Comment en est-on arrivé là? Alors d'abord, je reviens juste d'un mot. Pendant la crise Covid, le système a tenu, il était quand même admirable, il faut le dire, exemplaire. Vous savez, je ne compte plus le nombre de services d'urgence et surtout de réanimation, puisque c'est là qu'étaient accueillis les malades de Covid en grande souffrance, que j'ai visités. Bon, je n'oublierai jamais. Bon. Et Dieu sait si c'était dur. Parce qu'il y a des moments, je me souviens... Cet hôpital, je ne le citerai pas. J'ai appelé après la crise ce chef de service. C'était l'asphyxie. Il me dit, s'il n'y a pas un reflux, là, si même 2 malades de plus dans les 24 heures, tout explose. Et il a tenu. Ils ont tenu. Bon. Donc oui, il faut quand même
Jamais, jamais, jamais oublié. Mais, incontestablement, ça a aussi accéléré ce que vous décrivez, qui était quand même déjà un peu à l'œuvre. Bon. Alors, d'où ça vient? Je pense qu'il y a la conjonction, ce n'est jamais une seule cause, vous le savez bien, mais quand même la première, je pense, c'est une erreur collective, historique, à laquelle les politiques, mais aussi sans doute les professions elles-mêmes ont donné la main. On n'a pas formé assez de professionnels de santé. Voilà. Bon, hein, c'est le célèbre numerus clausus instauré au début des années 1970. Vous vous rendez compte que en 2010, on formait moins de médecins qu'en 1975, comme si la population n'avait pas d'abord cru, comme si la population n'avait pas vieilli, comme si surtout le temps de travail individuel des médecins était le même. Voilà, les médecins, ils sont comme les autres, et on ne saurait leur en faire grief. Et voilà, il va avoir du temps libre. C'est une profession qui s'est beaucoup féminisée. Voilà, donc il y a la question de la conciliation, comme on dit, entre la vie personnelle et les exigences professionnelles. Bon, tout ça a fait que on a sûrement eu une régulation. Bon, et je pense que les ordres et syndicats de médecins aussi n'étaient pas forcément contre ce numerus clausus restrictif. Donc, bref, en tout cas, au bout du bout, c'est évidemment les politiques qui ont pris ces décisions. Ça a été des décisions malheureuses, parce que c'est pas à vous et à chacun et chacune qui nous écoute, il faut 8, 9, 10 ans pour former un médecin. Grâce soit rendue au président de la République d'avoir donc abrogé ce numerus clausus, mais nous sommes déjà en 2017-2018, et vous voyez bien que là, on va vivre une période intermédiaire extrêmement difficile. Le deuxième phénomène, lui, je pense là aussi que la crise Covid l'a accéléré. Là, ça concerne les médecins, mais surtout les autres personnes. On est une société, je le vois bien en ma qualité de président directeur général de la RATP, où tous les métiers qui ne sont pas télétravaillables, tous les métiers à horaires décalés, où il faut venir travailler la nuit, où il faut travailler le week-end, où il faut travailler les jours fériés, nos contemporains qui attachent une vie ou une importance de plus en plus grande à leur vie privée, à leur vie personnelle, à leur vie familiale, on a du mal à les pourvoir. Bon. Et l'hôpital est évidemment, par excellence, un secteur, enfin la santé en général, mais l'hôpital en particulier, puisque vous me parlez. Bon, voilà. Donc il y a bien d'autres causes à tout ça. Mais on avait fait, du temps de mon gouvernement, le Ségur de la santé pour y faire face. Je rappelle, parce que je vois Madame Lang, il y a des gens qui critiquent le Ségur et qui critiquent le gouvernement de ne pas être assez favorable au dialogue social. Je ne comprends plus très bien, parce que le Ségur de la santé, c'est un accord entre le gouvernement et les organisations syndicales de la fonction publique hospitalière et des médecins. Tous les syndicats n'ont pas signé, mais c'est un accord dit majoritaire, donc c'est bien quelque chose. D'ailleurs, c'est Mme Nota qui avait mené ces négociations, et j'ai eu l'honneur de les conclure avec eux. C'était quelques semaines après mon arrivée à Matignon. J'avais même rajouté des moyens, notamment parce que dans le Ségur, il y avait surtout des aspects de rémunération. Moi, j'ai souhaité qu'on y ajoute des créations de postes, en plus de la revalorisation des traitements. Bon. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On a encore une fois une période très difficile qui est là, devant nous, aujourd'hui. Vous l'avez parfaitement décrite. Je la vis moi-même, j'ai la famille, des personnes âgées, je vois, comme on dit, les difficultés d'accès aux soins, même l'idée que j'entends, dire, il y a des zones où on pourrait obliger des médecins à s'installer. Le problème, c'est que maintenant, la rareté est partout, donc ce serait habiller Pierre pour déshabiller Paul. Enfin, donc je ne crois pas que ce soit une solution expédiente. Bon. Il faut, là aussi, il faut que cette crise, comme toujours, soit aussi peut-être l'occasion de faire évoluer un certain nombre de pratiques sur l'accès aux urgences, peut-être sur des délégations de compétences, ça a commencé, mais que font beaucoup plus d'autres pays
Vous voyez, moi je suis frontalier de l'Espagne, à donner, peut-être former un peu plus, payer mieux les infirmières et leur donner davantage de responsabilités pour soulager le corps médical. Enfin, vous voyez, je pense qu'on est dans une grave difficulté, je pense aux gens qui les subissent. Et donc, bon, bien sûr, bon, l'acte majeur a été pris en supprimant le numerus clausus, mais il faut que ça soit aussi l'occasion de réorganiser nos pratiques et notre système de santé. Mais, j'insiste, pardon, le préserver. Je pense beaucoup que il y a beaucoup de difficultés, on le voit dans les temps présents, hein, je ne vais pas tous les... Mais celle-là, elle est très embêtante. D'abord parce qu'il s'agit de questions de vie et de mort. Et puis parce que, je ne sais pas si je peux dire nous avons ou nous avions, en tout cas nous avons le devoir et la prétention de disposer d'un des meilleurs systèmes de santé au monde. À la fois par la qualité des soins qu'on y prodigue et par l'universalité, c'est-à-dire par la possibilité à tout un chacun de pouvoir y accéder. C'est l'égalité des soins. Ça, si, et voyez, reculer là-dessus, je pense que dans le mal-être ambiant, il y a d'autres choses qui ne vont pas. Bon. Mais c'est intéressant que vous posez cette question parce que je pense que celle-là, hein, parce que d'abord elle touche chacune et chacun d'entre nous. Tout le monde est touché, tout le monde est concerné par ça. Tout le monde. Et sur des sujets qui ne sont pas bénins. Donc, je comprends très bien l'inquiétude que ça suscite, et donc la formidable, d'abord pédagogie et ensuite détermination qu'il faut pour surmonter ça, et surtout ne pas, même si, là encore, c'est l'histoire, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Hein, voilà, c'est jamais linéaire. Mais ce sur quoi on ne doit pas varier, c'est de chercher par tout moyen à recouvrer, à retrouver cette excellence. Alors après vos fonctions de Premier ministre, donc lors des dernières élections présidentielles, vous aviez dit vouloir prendre du recul par rapport au monde politique, faire une pause. Donc on vous a nommé à la RATP. Alors petite note humoristique, après avoir géré la pandémie, vous avez failli avoir à gérer la crise des punaises de lit. Oui, c'est pas tout à fait du même niveau. Oui, alors la nomination à la RATP, je précise, elle a été un peu circonstancielle puisque c'était pas du tout prémédité. Il y avait une présidente directrice générale qui, pour des raisons qu'elle a expliquées et qui étaient très honorables, c'est-à-dire s'occuper de ses parents qui étaient atteints qui sont atteints de pathologies lourdes, a souhaité s'en occuper, donc a démissionné. Bon. Et donc j'ai été nommé dans ces circonstances, et je dois vous le dire, ça me va très bien. Parce que par rapport à tout ce que je vous ai décrit dans le parcours de cette interview, là aussi ça me correspond. Je me suis dit, là n'hésite pas parce que tu peux rapporter, on doit essayer d'apporter. Et c'est ce que je m'emploie à faire. Là, vous avez raison, hein, tous les jours, là, vous voyez, au moment où je m'exprime devant vous, la RATP accueille sur ses réseaux de bus, de métro, de tram, de RER, 11,5 millions de personnes. Chaque jour, il se passe toujours quelque chose. Bon. Alors les punaises de lit, on les prend au sérieux. Bon, oui. J'ai essayé de trouver d'abord des spécialistes de la punaise de lit, parce que je ne suis pas un spécialiste. Bon, j'ai quand même compris que la punaise de lit s'intéresse beaucoup au lit. Bon, donc comme je ne fais pas de métro couchette, c'est pas un milieu, me disent les spécialistes, enfin les transports, ça bouge, etc., que ces bébêtes affectionnent particulièrement. Bon, mais bien sûr, on ne peut jamais exclure comme voyageur en apport, etc. Donc on a durci nos outils de surveillance, de nettoyage, etc., etc., etc. Mais à ce jour, ça ne représente pas, en tout cas dans nos réseaux, un problème de santé publique majeur. Il y a à peu près plus du quart des émissions de CO2 qui sont dues à la mobilité. Et donc là, vous êtes quelque part au cœur de la solution, parce que c'est certain que les transports publics, le développement des transports publics est essentiel pour résoudre ce problème. Je vous ai entendu sur YouTube au Sénat défendre la bicyclette et le vélo électrique. Vous avez même dit peut-être qu'on ira de Prades à Perpignan travailler en vélo électrique. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la mobilité, surtout dans nos métropoles? C'est là que se pose le problème. C'est gentil de rappeler ça, parce que tout à l'heure, vous voyez, j'ai été un peu brocardé quand j'ai dit ça à l'époque. Voyez, et puis les mêmes qui vous disent, mais monsieur, vous n'y croyez pas, votre sensibilité écologique. Bon. C'était étonnant d'entendre les sénateurs qui ricanaient. Oui, mais en réalité, vous savez, dans ma bonne ville de Prades,
J'ai fait une passerelle, une ville qui est assez étendue en termes géographiques, je dis ça pour vos auditrices et vos auditeurs, qui est traversée par une rivière, que dis-je, un fleuve qui s'appelle la Tête. Et l'un de mes... Ça a pris beaucoup de temps, mais ça a même été inauguré alors que je n'étais plus maire, puisque je suis Premier ministre. On a fait une passerelle piéton-vélo. Et la circulation, notamment des vélos sur cette passerelle, dépasse toutes les prévisions que nous avions faites. Bon, donc tout ça n'est pas si farfelu, mais au-delà du vélo, je persiste et je signe, évidemment, il y a les transports collectifs. La RATP, je dis, concourt à la réduction des effets de serre parce que nous avons encore un parc de bus important. Et donc, ce qu'on appelle notre autorité organisatrice, Île-de-France Mobilité, a lancé, il y a quelques années, un plan qui s'appelle Bus 2025, et dont l'objectif est que l'intégralité de la flotte de bus de la RATP sera à 50% électrique, à 50% au GNV. Nous en sommes à peu près, à ce jour, à environ 60% d'exécution de ce plan. Il est capital, il est très compliqué, parce qu'il n'y a pas que les bus. Quand vous avez des bus électriques ou au GNV, il faut que les dépôts soient dotés de recharge, etc., avec des exigences de sécurité encore plus fortes, donc on est en milieu urbain, enfin, bon, bref, beaucoup de sujets et de procédures à surmonter, mais c'est engagé. Voilà. Il y a un autre axe, je dis ça pour... On renouvelle tous nos métros, je passe du bus au métro, et il faut que vous sachiez, c'est un peu comme les TGV, non seulement on a des métros beaucoup plus fonctionnels, beaucoup plus neufs, beaucoup plus sécurisés, tant mieux pour l'usager, mais surtout, ils consommeront 25% de moins d'électricité que la génération en place. Donc la sobriété énergétique, comme on dit, est aussi un des axes forts de la contribution des mobilités durables à la transition écologique. Une dernière question pour vous qui connaissez bien la France, qui connaissez bien le fonctionnement de notre système. Actuellement, on est nombreux à être frappés par les fractures de la société, par la violence qui monte. Pas une manifestation pour simplement une bassine sans qu'il y ait des affrontements violents, une réforme des retraites, la énième, banale, mais quasiment la France en situation dans les maux de guerre civile. Comment est-ce que vous voyez ça évoluer ? Alors, c'est une question intéressante parce que, incontestablement, je vais vous donner une autre illustration de votre propos. Il y a quelque chose qui s'est, est-ce qu'on peut dire accéléré, dégradé, employer le qualificatif que vous voudrez, depuis la Covid. On sent une agressivité entre gens plus forte qu'avant. Là, vous placez sur le thème, finalement historique assez fort, des jacqueries et des contestations du pouvoir politique. Bon, ça c'est un grand classique avant, mais là il y a quand même, oui, une agressivité forte. Vous voyez, je le vois quand je vous parlais tout à l'heure de mes visites de terrain auprès de mes agents, les agents de guichet, etc. Ça dérape vite. Hein, pour un rien, le ton monte, voire au-delà. Voilà. Bon, je discutais récemment avec un policier municipal de ma bonne ville de Prades qui employait une image, raccourcie, mais deux automobilistes qui se disputent la même place de stationnement, il y a 3-4 ans ils s'engueulaient, maintenant un coup sur deux ils en viennent aux mains, pour la même raison, insignifiante de surcroît. Bon. Donc, oui, il y a quand même un sujet sur lequel le recours aux sciences humaines, aux psychologues, aux sociologues nous serait très précieux pour non seulement le quantifier, en déterminer les ressorts et voir ce qu'on peut faire. Si on le réduit, c'est une façon de vous répondre au champ strictement politique de la gestion et de la canalisation de la contestation, qui est un des éléments du sujet, je n'en disconviens pas, je pense qu'on passera à côté de quelque chose de plus profond, sur lequel nous devons nous interroger.
Quoi qu'il en soit, quand même, il faut revenir à des choses basiques et bien dire, et c'est aussi le rôle de l'autorité de l'État, que non, tout n'est pas permis. On peut être agacé, on peut être contrarié, on peut être contre même, tout court. Tout ça doit s'exercer dans le cadre de la démocratie et de la République, dans le cadre au-delà du respect et des valeurs qui nous unissent, et que donc, là aussi, n'attendons pas tout de l'État, c'est chacune et chacun d'entre nous qui, quelque part, a la réponse à la question que vous soulevez. Mais il se passe quelque chose, vous avez raison, à votre question, il y a une montée de la violence et au-delà de l'agressivité, puisque Dieu merci, l'agressivité ne se traduit pas forcément et nécessairement par des actes de violence, dont l'analyse reste à conduire. Un grand merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Un grand merci.